Bonjour à tous et bienvenue à la B-Lodge. J'espère que vous allez bien et que la plupart d'entre vous célébreront des fêtes de fin d'année dans la joie et la bonne humeur. Malheureusement, si vous aimez le podcast de B-Lodge, c'est probablement que les mots Noël et fête en famille vous crispent comme une bûche Picard éclatée au sol. Alors j'ai cependant deux bonnes nouvelles pour vous. La première étant que je vais parler de films absolument anti-films de Noël. Et la deuxième est que donc cet épisode spécial film Parpaing sera finalement 2 épisodes puisque j'ai décidé de consacrer un épisode entièrement dédié à The Nightingale de Jennifer Kent parce que j'ai pas mal de choses à en dire et vraiment de très bonnes choses. Et ensuite, donc, il y aura un deuxième épisode qui sera consacré au film Soft and Quiet et Violation, dont je reviendrai là-dessus. Prévoyez tout de même un bon plaid, un animal de compagnie sur les genoux et un feel-good movie dans la semaine si vous voyez un ou plusieurs films dont je vais parler, parce que ça va envoyer quand même pas mal de sommes. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Dans ce second épisode de B-Lodge, je m'attaque à 3 films que je qualifierais de parpaings, aussi bien dans le fond que dans la forme. Il sera question donc du brillant The Nightingale de Jennifer Kent, dont cet épisode sera entièrement consacré. Il y aura également la pépite tour de force Soft and Quiet de Beth de Arrojo, et enfin le troublant et intense Violation de Dusty Mancinelli et de Madeleine Sims-Fewer. Comme dit dans le premier épisode de The B-Lodge, je vais prendre le soin de poser les trigger warnings des films à venir, car je préfère avertir de suite que je vais parler de 3 films certes passionnants, mais avec des sujets qui peuvent heurter certaines sensibilités. S'il vous plaît, prenez surtout soin de vous avant tout. Ne vous faites pas du mal pour rien. Voilà, donc voici déjà les trigger warnings pour The Nightingale. Violence graphique, violence sexuelle, infanticide et racisme. Le ton solennel et un petit peu de circonstance, mais voilà, les choses sont enfin posées. Et puis sachez que je porterai aussi un soin particulier à ne pas diffuser des extraits comportant ces triggers. Et si vraiment je suis amenée à devoir le faire, ce ne sera jamais dans une intention de faire du sensationnel. Et je préviendrai évidemment en amont au micro. Alors c'est bon, vous avez votre plaid, votre tisane et votre chat sur les genoux. Ok, on va y aller. Commençons par The Nightingale de Jennifer Kent, qui n'est malheureusement plus disponible sur Shadows, mais que vous pouvez trouver sur Canal+, VOD ou Prime. Alors Jennifer Kent est une réalisatrice et scénariste australienne dont on doit Babe le cochon dans la ville, le second volet sorti en 1998, et surtout le très marquant Mr. Babadook, sorti en 2014, dont voici un petit extrait. His name is Mr. Babadook, and this is his book. A rumbling sound, then 3 sharp knocks. Ba-ba-ba-dook, dook, dook. That's when you'll know he's around. You'll see him if you look. The Nightingale est à ce jour le dernier film écrit et réalisé par Jennifer Kent, sorti en 2018. Il n'a malheureusement pas été diffusé en salle en France, à part lors du festival Hallucination Collective à Lyon, où il a remporté le prix du jury. Alors pour cause de crise sanitaire mondiale et des soucis de distribution, le film est donc sorti directement en VOD. Et c'est vraiment bien dommage car clairement c'est un film qui mériterait d'être vu sur grand écran. J'espère qu'il sera projeté à l'avenir dans des salles, on ne sait jamais. Alors voici un petit résumé du film avant que j'en parle davantage. On suit le personnage de Claire qui est une bagnarde irlandaise. Elle est accompagnée d'un traceur aborigène du nom de Billy qui va l'aider dans sa quête de vengeance contre des officiers britanniques qui ont brutalement violenté sa famille. Et s'ensuit alors une quête à la fois de vengeance et de résilience à travers la wilderness tasmanienne, donnant au film un sous-genre de western à la fois mystique, poétique et désespéré. Sacré programme, vous me direz, eh bien oui, c'est bien le cas. Go the wrong way if you want. Them soldiers went this way. Le film est en 3 langues, à savoir l'anglais, l'irlandais gaélique, donc c'est une langue celtique qui existe depuis plusieurs siècles en Irlande, et également le Palawan Kani, qui est une langue aborigène originaire de Tasmanie, où le film a été tourné. Alors je vais commencer par parler un peu des principaux acteurs du film.
Et tout d'abord, l'acteur Baikali Ganambar a été récompensé comme meilleur espoir à la Mostra de Venise en 2018 pour son rôle de Billy. Alors Baikali, de base, est danseur et à l'époque, il avait répondu à une annonce de casting sur Facebook. Et ça a été un coup de foudre humain et artistique entre lui et Jennifer Kent. Il a même chorégraphié des scènes de danse pour le film et il a inventé et interprété des chants aborigènes qu'on peut entendre par exemple dans l'extrait suivant. Dans les anecdotes qui font souffler fort, soulignons que le film avait provoqué une tollée à la Mostra de Venise. En effet, plusieurs détracteurs ont fait des commentaires à la fois misogynes et racistes, ce à quoi Jennifer Kent a répondu avec une classe absolue, et j'avais envie de la citer ici. Il est d'une importance absolue de réagir avec compassion et amour à l'ignorance. Nous n'avons pas d'autre possibilité. Mon film parle très clairement de cela. J'en suis très fier, et très fier de mon équipe, qui a osé raconter une histoire qui devait être narrée. L'amour, la compassion, la bonté sont nos guides, et si nous ne les utilisons pas, nous finirons tous dans le même trou. Et voilà pour cette superbe citation de Jennifer Kent qui, je trouve, résume parfaitement l'intention très honorable qu'elle a voulu mettre dans son film. En rôle principal, nous avons Eiling Franciosi qui livre une performance époustouflante en incarnant Claire. On l'a vu notamment dans la série The Fall avec Gillian Anderson. Elle incarne aussi Lyanna Stark dans une petite série obscure intitulée Game of Thrones. Is that really you? You're not a dream. Eiling parle couramment gaélique dans le film, donc j'en avais parlé, c'est une langue celtique parlée en Irlande. Elle chante également divinement bien et en direct dans le film. Ça donne une pureté, une douceur qui tranche vraiment avec les scènes assez dures du film. Et ce qui est assez marquant, c'est à quel point ces quelques scènes de chant soulignent de manière encore plus forte l'histoire narrée. Ça permet de souligner encore une profondeur dans le discours anticolonialiste et comment cet atout en fait de l'actrice donne encore plus d'épaisseur au personnage de Claire à mon sens. As I went walking one morning in May, I met a young couple so fondly did stray, and one was a young... Enfin, dans le casting, il y a également Sam Claflin, adepte de rôles de beau gosse séduisant dans plusieurs comédies romantiques, dont Avant toi et Love Rosie. Mais perso, je le connais plus dans son rôle de Finnick Oder dans la trilogie Hunger Games. Alors c'est un choix audacieux de la part de Jennifer Kent, puisqu'il campe ici un personnage absolument cruel et détestable. Ce choix d'acteur était absolument conscient, car dans plusieurs interviews, Jennifer Kent justifie que souvent l'agresseur n'est en réalité pas la figure monstrueuse qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma horrifique. Elle ne voulait pas mettre en scène un gros dégueulasse consanguin et attardé. On n'est clairement pas dans la DA grotesque d'un Colline à des yeux ou de La dernière maison sous la gauche. Non, ici on est plus dans l'agresseur entre guillemets de la vie réelle, c'est-à-dire un homme de pouvoir, éduqué, donc plus ou moins séduisant. Et je trouve que ce pari dans le film est très réussi, car quand on voit Sam Claflin apparaître la première fois à l'écran, on est assez désarçonné par son charme. Les pistes sont brouillées l'espace d'un court instant. On croit quelques secondes qu'il y a peut-être une romance cachée entre lui et Claire. Mais très vite, Jennifer Kent arrive avec son temps calmant pour nous dire « vous avez cru quoi, qu'on était à coup de foudre à Tasmania Hill ? Non. » Et moi, je me suis fait moi-même la réflexion à quel point c'est quand même assez dingue d'être aussi conditionné à ce que la beauté soit interprétée comme un signe de confiance. Et Jennifer Kent, clairement, elle m'a mise un peu le nez dans mon caca. J'ai eu aussi l'idée saugrenue de voir le film en famille, enfin du moins avec mon frère et mes parents, peu de temps après Noël. Bon, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et je me souviens très bien que ma mère avait été clairement très séduite par l'acteur. Et qu'elle avait été quand même assez déçue par lui au bout de même pas 10 minutes de film, mais qu'à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, elle était là genre « Oh là, qu'est-ce qu'il est beau !» Et puis après, derrière, le mec fait de la merde, là genre oh. Donc c'était assez drôle. God, you're beautiful. Every man in that room wanted you tonight. Sit on my lap. Bref, rentrons davantage dans le sujet du film. Je vais commencer par parler de l'aspect historique du film, qui parle donc de la guerre noire, où les colons britanniques ont envahi et massacré de nombreux aborigènes en Tasmanie au début du 19e siècle.
Alors il faut savoir que ce pan de l'histoire était quand même occulté pendant plus de 2 siècles. Et aujourd'hui même, il y a encore pas mal de controverses, pas mal de politiciens, sans surprise, très conservateurs, qui minimisent vraiment ce qui s'est passé lors de cette guerre noire en disant qu'il n'y a pas eu tant d'aborigènes que ça qui ont été tués, ils n'ont pas été tués de manière atroce, tout ce qu'on dit sur les viols de femmes et d'enfants, c'est complètement faux, bon bref. Alors que on sait très bien qu'il reste très peu d'ancêtres aborigènes, enfin je veux dire que les ancêtres aborigènes ont été quasiment tous décimés. Donc voilà, il reste encore évidemment des arrière-petits-enfants issus directement de la lignée aborigène tasmanienne. Les conservateurs ont tendance à dire que c'était une guerre de conflit entre les colons et les aborigènes et que les aborigènes ont tout autant commis d'atrocités que les colons. On devrait même plus s'étonner de la langue de bois de certains conservateurs. Mais voilà, il y a énormément de controverses et beaucoup d'historiens qui se sont vraiment spécialisés dans l'histoire de la guerre noire et de la Tasmanie. Je sais que j'ai un ami qui s'est spécialisé pas mal sur les aborigènes de Tasmanie à une certaine époque, donc je vais me tourner vers lui pour lui demander quelques recommandations de sa part. Je me permets un petit editing ici, car entre-temps, j'ai contacté cet ami pour savoir s'il serait intéressé qu'on puisse s'appeler pour que je lui pose quelques questions. Il était complètement ravi que je lui propose cela, donc je pense carrément faire une vidéo podcast à part d'entretien avec lui, où il pourra s'exprimer sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Alors il faut savoir que les conditions de tournage étaient assez rudes entre l'automne et l'hiver et en pleine wilderness tasmanienne pendant 3 mois non-stop. Jennifer Kent explique qu'elle a voulu rendre honneur aux personnes qui ont vécu cette époque pour se rapprocher au maximum de leurs conditions de vie. Et puis il n'y a vraiment pas eu de traitement de faveur, ni pour elle, ni pour le casting, ni pour l'équipe technique. Ils ont vraiment eu un tournage non-stop, sans congé ensuite, où ils pouvaient revenir chez eux. Non, ça a été 3 mois en immersion pleine. Et à mon sens, cela participe à la dimension brute du film. Je trouve qu'il contient une aura à la fois mystique, sauvage, avec beaucoup de sincérité et de respect pour l'histoire qu'il raconte. Voilà, on aurait pu penser que c'était un petit peu prétentieux de la part de Jennifer Kent, de faire un tournage comme ça, immersif, juste 3 mois dans sa vie, et après, elle rentre, elle retrouve son petit confort bourgeois. C'est pas du tout ça que j'ai ressenti, moi, dans son discours. J'ai senti vraiment qu'elle avait besoin de faire quelque chose de complètement immersif, pour rentrer corps et âme dans son film, littéralement. On sent dans sa manière qu'elle parle de la guerre noire et de ce film que c'est vraiment un sujet qui la tient énormément à cœur. Et je vous rappelle encore une fois que Jennifer Kent est australienne. Maintenant, je vais rentrer un peu dans l'aspect certainement le plus difficile du film, à savoir qu'il contient donc quelques scènes de viol, au pluriel. Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il me semble tout de même important de ne pas faire l'impasse sur cet aspect-là. Jennifer Kent dit dans plusieurs interviews que selon elle, The Nightingale est un anti-rape and revenge, car aucun code de ce genre spécifique est repris dans son film. Il parle surtout d'empathie et le fait que on n'a vraiment aucune catharsis qui n'émane de la violence déployée dans son histoire. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas le terme Rape and Revenge, c'est un genre de cinéma d'horreur qui est apparu dans les années 70, notamment avec des films phares comme La dernière maison sur la gauche de Wes Craven, dont on connaît plus le travail pour Freddy et Scream. Aussi le film A Spit on Your Grave de Meir Zarchi. Ça c'est pour les films les plus connus de Rape and Revenge. D'ailleurs, la plupart ont eu leur lot de remakes dans les années 2010. Comme leur nom l'indique, ce sont des films qui mettent des scènes de viol assez crues. Et dans le second segment du film, la victime va se venger avec une violence cathartique assez extrême contre ses agresseurs. Donc bref, on n'est vraiment pas dans la subtilité. Et oui, la plupart des Rape and Revenge ont été réalisés par des hommes. Le male gaze, ça y va aussi. Il y a quelques exceptions, notamment avec le film Revenge de Coralie Farja, sorti dans les années 2020. Et vous connaissez certainement son travail avec The Substance, avec Demi Moore. Et encore que celui-ci, je le mettrais dans une catégorie à part parce que justement, la scène de viol est assez suggérée et brève, alors que toute la partie vengeance, elle, est plutôt, disons, flamboyante. Alors s'il me semblait important de parler du fait que Nightingale comporte malheureusement quelques scènes de viol, c'est que Jennifer Kent a bien potassé son sujet sur ce qui se passait en Tasmanie au début du XIXe siècle. Elle dit d'ailleurs dans une interview « I just told the truth of Australia in 1820s ». Alors désolé, j'ai pas un super anglais.
En gros, elle dit j'ai juste dit la vérité sur ce qui se passait en Australie en 1820. Et apparemment, aucune femme n'a dû être épargnée. Et d'ailleurs, des hommes aborigènes non plus, sans compter les enfants. Et c'était important pour elle de ne pas contourner la chose. Aussi, elle le justifie en expliquant qu'elle a voulu faire un film vraiment anti-guerre. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était de partir d'une histoire individuelle pour tendre vers un message plus universel. Les faits historiques du film, d'ailleurs, sont très appliqués. Ça a été un long travail de recherche pendant 5 ans, entouré par des experts de ce pan de l'histoire australienne et tasmanienne. Et je pense que c'est important de préciser pour les ouin-ouin qui vont dire « Oui, mais bon, elle exagère, c'est facile de montrer des viols et des infanticides. » Ben oui, Jamie, la guerre, c'est pas juste « Il faut sauver le soldat Ryan » et « Braveheart », ce sont des très bons films. Mais voilà, il suffit pas de montrer seulement des films avec des combats spectaculaires et sanglants. C'est entre guillemets bien aussi de montrer la dégueulasserie des hommes sur les personnes plus vulnérables, sur ce qui se passe entre guillemets en coulisses, c'est-à-dire des violences contre les femmes et les enfants. Et cela, Jennifer Kent n'avait clairement pas l'intention de l'occulter. Sur 2h16 de film, il faut compter environ une dizaine de minutes de scènes éprouvantes, donc à savoir des violences sexuelles et ou des infanticides. C'est même pas un dixième du film, donc perso, je trouve que c'est un peu hypocrite la position des détracteurs qui hurlent au film sensationnaliste. Nightingale, c'est simplement raconter l'histoire avec un profond respect et amour pour ses protagonistes. La réalisation d'ailleurs de ces scènes trigger est plutôt suggérée, on est beaucoup dans le hors-champ. C'est plutôt à travers la narration de son histoire que Jennifer Kent nous met face à notre propre terreur sur l'humanité, mais aussi face à notre émerveillement lorsque celle-ci se montre empathique et solidaire. Et pour moi, c'est ce qui est montré dans les 2 tiers du film. When all the women are raped, when all the men and babies are killed, what will you do then, Lieutenant? Maintenant, un aspect qui m'a profondément marqué sur le film, c'est tout ce qui touche à l'intersectionnalité. On n'est vraiment pas dans le cliché expéditif où on a d'un côté les méchants blancs colons et de l'autre côté les pauvres esclaves noirs. Jennifer Kent nous montre tout un pan des violences intersectionnelles tout au long du film. Notamment lorsqu'on voit pour la première fois les méchants, les colons britanniques de l'histoire. Leur commandant s'adresse à eux dans des termes très sexistes et homophobes. Je vais épargner l'extrême et voilà, c'est la première fois qu'on les présente, c'est dans ces termes-là. Claire a elle-même une domestique à qui elle s'adresse assez sèchement. Et puis Billy, l'indigène, lorsqu'il rencontre pour la première fois Claire, il lui dit « Ah non, moi je voyage pas avec des femmes blanches ». Et Claire n'est pas sympa non plus avec lui pendant une bonne partie du début du film. Donc le racisme et le sexisme se retrouvent partout, peu importe la classe sociale ou le genre des personnages. I'm not helping you white bastards no more. You never pay. The job's for me. Not working for no bloody white woman. I'll give you 2 shilling. One now, and one when you get me to the soldiers that came by this morning. You don't have 2 shilling. Maintenant, je vais m'attarder un peu sur la psychologie des personnages, car encore une fois, j'ai trouvé ça vraiment très fin. La qualité d'un film tient aussi à l'écriture de ses personnages, et clairement, Jennifer Kent, elle les aime, ces personnages. Elle a envie de fouiller leur âme, leur vulnérabilité et leur complexité. Déjà, pour le personnage de Claire, c'est un personnage qui n'est pas passif, car dès le début du film, on la voit se promener dans la forêt avec son bébé porté en écharpe, et dans son dos, elle cache un couteau. Donc c'est un personnage loin d'être naïve, voilà, elle se laisse pas faire avec les soldats, elle a du répondant. C'est aussi une anti-héroïne de Raping Revenge, car c'est une personne vulnérable, elle montre de la peur, elle éprouve du remords, elle se montre parfois aussi injuste. Donc on ressent plus facilement de la compassion avec un personnage imparfait à mon sens qu'un personnage totalement innocent ou totalement héroïque. Aussi, il n'y a aucune catharsis satisfaisante, notamment lors de la première scène de vengeance, qui par ailleurs concerne le seul soldat qui exprime du remords face à ses actes. Et avant de mourir, il appelle plusieurs fois sa maman. La scène est à la fois brutale et déchirante, surtout pour Claire qui fait forcément un transfert en tant que maman. Et je n'en dirai pas plus, mais vous comprendrez rapidement ce qui se joue dans cette scène. Et voilà, je trouve que cette séquence participe à une vive évolution du personnage de Claire qui se retrouve complètement transformé après cette première exécution. Et encore une fois, Jennifer Kent tape très très fort et très juste. Et par ailleurs, dans le générique de fin, on voit qu'elle a fait appel à quelques conseillers psychologues. Et ce qui est guère étonnant parce que j'ai trouvé que tout l'aspect de comment l'expérience traumatique marque les personnages était assez juste.
et très réaliste. Donc ça, c'est encore quelque chose de louable, je pense, dans le travail de Jennifer Kent, qui a voulu s'entourer pour dire la vérité de son histoire. D'ailleurs, dans les divers traumatismes que Claire va traverser, on a plusieurs fois des états de dissociation ponctués et entrecoupés de pas mal de plans de forêt de nuit, où on entend des coups de feu au loin, des rires d'hommes, des cris d'animaux. Il y a tout un langage cinématographique pour exprimer les terreurs nocturnes de Claire, et j'ai trouvé ça plutôt intelligemment fait. I wanted to come tell you we're all right. 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 Pour en revenir à la violence graphique du film, en réalité, elle est souvent plutôt marquée par l'interprétation des acteurs. On a une palette d'émotions très intense filmée en plan serré. Et je disais précédemment que voilà, au générique, il y a la présence de conseillers psychologues et ils ont dû certainement aider pour tout le côté dissociation, déréalisation et sidération des personnes violentées. Précédemment, je disais que le film ne dépeignait pas uniquement une vision horrible de l'humanité et qu'au contraire, il y a aussi des moments de grâce qui surviennent surtout dans les échanges entre Claire et Billy. L'empathie se crée par la parole lorsqu'ils arrivent à parler enfin de leur histoire, de leur histoire respective. Claire, elle, reste très évasive sur ce qu'elle a vécu. On sent qu'elle n'a pas encore, si on peut dire, digéré la brutalité de ce que sa famille a subi. Et il y a un moment assez puissant de dialogue autour d'un feu de camp où elle lui dit « They stole something from me ». Et je vous mets un petit extrait parce que vraiment, je trouve que cette séquence va marquer au fer rouge un début de relation fraternelle entre elle et Billy. You bloody white people. Take me from my family. Say you be like white boy now. You don't hunt, don't do ceremony. That's bad way. You do it white fellow way. White fellow way is shit way. Now I got nothing. Poor you. No, not poor me. Bastard England. You think you're the only one with problems? I've looked after myself since I was a kid. Never knew me father. Me mother worked herself to an early grave. I lived on the streets, stole what I could to survive, and now I'm here at the arse end of the world with you. Sans en dire trop, la relation qui se crée entre Billy et Claire devient de plus en plus émouvante au fur et à mesure du film. Le duo d'acteurs fonctionne à merveille avec beaucoup de pudeur. J'avais parlé aussi des conditions de tournage dans la wilderness qui participaient au côté mystique du film. C'est aussi lié forcément à la culture du peuple tasmanien, le peuple de Billy et son rapport notamment à la nature. On le voit plusieurs fois imiter le cacaotès ou l'appeler et ça donne des scènes un petit peu décalées. C'est presque drôle aussi parce que Claire lui dit « mais arrête de faire ça, c'est horrible ». Donc on voit vraiment le choc aussi des cultures et voilà, ça contribue encore une fois à des moments touchants et poétiques du film. Donc voilà, je vous mets encore un petit extrait. Amina mangana vinika utikita trula. Mina mangana vinika utikita trula. Sounds bloody awful. Niveau photographie, Jennifer Kent s'est inspirée de pas mal de peintres nordiques et néerlandais. On pense notamment à Friedrich, Van Eyck ou Vermeer. Je vous invite à googliser ces peintres pour vous faire une idée d'où je veux en venir, parce que malheureusement, je ne peux pas mettre d'image sur un podcast. Alors c'est une esthétique que je retrouve aussi dans des films comme The Witch et plus récemment The Stepsister, dont je parlerai très certainement dans un futur épisode de Bilodge. Alors le film est en format 1.37, c'est pas tout à fait un format carré, mais presque, pour vous donner un ordre d'idée. Et ce qui intéresse Jennifer Kent, encore une fois, c'est l'humain et pas des plans très larges de nature. Et donc le format, il donne une dimension à la fois humaine et de portrait, mais aussi quelque chose d'assez oppressant. C'est comme si la nature se resserre davantage en fait sur les protagonistes. Il y a des codes de couleurs assez intéressants et surtout par leur antagonisme, notamment parce que dans l'univers de Claire, les tons sont assez doux, assez bleus, froids aussi.
Et dans les couleurs des soldats britanniques, c'est plutôt des tons rouge, rouille, assez marronâtres. On a une image beaucoup plus rugueuse. Et voilà, ce sont des éléments qui m'avaient marqué dès la première vision du film. Enfin, pour le travail du son, je salue le travail de Robert Mackenzie, qui ne sort pas nulle part, puisque c'est le sound designer notamment de Furiosa de George Miller, The Power of the Dog de Jane Campion, un excellent western plutôt contemplatif, et Tu ne tueras point de Mel Gibson. Ça m'avait un peu surpris de voir son nom au générique de Nightingale, puisqu'en effet, voilà, des films comme Furiosa et Tu ne tueras point, c'est quand même des grosses batailles épiques. Et là, vraiment, justement, j'en parlais un peu plus précédemment que Nightingale, l'intention de Jennifer Kent, c'était absolument pas de faire un film entre guillemets pas pro-guerre, mais voilà, avec des énormes batailles épiques, très bruyantes, avec beaucoup de sons de guerre. Là, on est vraiment sur quelque chose de très ciblé sur la nature, et là, le travail de Robert Mackenzie est absolument réussi. On a d'ailleurs peu de musique, on a de belles textures sonores pour toute la partie sur la forêt. Voilà, des détails de craquements de bois, de branches, des grincements. On a la faune et l'humanité qu'on perçoit au loin, comme par exemple des voix ou des bruits de chaîne. C'est un travail très fin qui m'a parfois rappelé le travail du sound design sur le chef-d'œuvre de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt. Et puis encore une fois, le chant occupe une place majeure dans le film. Je dirais que c'est presque un personnage à part, comme un narrateur, et qui permet de lier tous les protagonistes dans une seule et même langue universelle, à savoir la musique. I'll sell my rock, I'll sell my reel, I'll sell my only spinning wheel to buy my love a sword of steel. Voilà, je mettais un dernier extrait de chant sans révéler quelle partie du film cela concerne, mais voilà, pour moi c'est une des plus belles scènes du film et aussi une des plus bouleversantes. Et encore une fois, je rappelle que c'est la comédienne Eiling Franzesi qui chante en direct ses chansons dans le film. Voilà, je vous ai fait un bon tour du propriétaire concernant ce magnifique film qui est The Nightingale, qui est certes éprouvant, mais qui en vaut la peine, car vraiment, j'ai trouvé que le sujet a été fait avec une telle finesse et authenticité qu'il en vaut le détour. C'est dommage, encore une fois, qu'il n'a pas pu bénéficier d'une sortie en salle digne de ce nom. Du coup, je vous conseille de le voir dans les meilleures conditions possibles, évitez de le voir sur un petit écran d'ordinateur. C'était donc The Nightingale par la réalisatrice Jennifer Kent, dont le travail est à suivre de toute urgence si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve très vite puisque je reviens avec un épisode de bonus d'entretien en visio avec mon ami Ben qui va nous parler un peu plus de la Black War et de la Tasmanie, l'Australie au 19e siècle. Ce sera donc la première fois que vous me verrez et en plus de ça, ce sera aussi la première fois que j'invite quelqu'un dans la Biloche. J'en suis absolument ravi. Et sinon, on se retrouve au mois de février où je vais clore cette trilogie de films Parpaing avec donc les films Soft and Quiet et Violation dont j'ai très hâte de vous parler également. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et à bientôt sur la Biloche. To fix their hearts